The following interview with Father Reynold Antoine, Redemptorist priest based in Haiti, is conducted in French with English subtitles. If you would rather read the transcript of this interview, please visit commonhome.tv. Bienvenue à Common Home TV. Merci, merci. Thank you. Thank you. This is a good pleasure for me to be with you. Oh non, le I plaisir, say c'est tout hello à to nous. everybody. Quand vous faites Rédemptoristes, pouvez-vous nous parler de la présence des Rédemptoristes dans Haïti et le rôle de l'Église catholique dans le pays? En fait, moi, d'après l'histoire que j'ai apprise, les rédemptoristes, dès leur arrivée, depuis le début du XXe siècle, donc en Haïti, aux environs des années 1925, dès l'arrivée des premiers missionnaires en Haïti, donc dans l'île, ils se sont donnés corps et âme dans la prédication des missions populaires. Donc, c'était ça le point fort des rédemptoristes. Et jusqu'à présent, on continue à le faire, malgré la situation difficile qui règne actuellement en Haïti. Donc, les rédemptoristes continuent à réaliser cette mission avec cœur. On se donne vraiment pour accompagner notre peuple dans notre lutte vers la liberté véritable que tous nous avons besoin. Donc, une Haïti stable, une Haïti prospère, c'est ce que nous rêvons tous. Et par rapport à la deuxième partie de la question, à savoir quel est le rôle de l'Église catholique dans le pays, moi, je dirais, je me demande que serait Haïti sans l'Église? Que serait Haïti sans l'Église? Donc, d'ailleurs, il faut le dire clairement que l'Église joue un rôle prépondérant dans la structure même du pays, parce que dans toutes les paroisses, en ville ou à la campagne, il y a une école, ou bien il y a un dispensaire ou un centre hospitalier. C'est l'Église qui détient tout ça. Et dans certaines zones et dans certaines paroisses, reculées bien sûr, c'est le prêtre qui joue le rôle de l'État. Donc, parce qu'il y a certaines zones en Haïti où il y a absolument l'absence de l'État, donc c'est le prêtre qui joue l'office de l'officier de l'État civil, c'est lui qui joue l'office, le rôle de juge. Donc c'est lui qui joue tous les rôles pratiquement dans certaines zones. Donc voilà pourquoi je me demande que serait Haïti sans l'Église, même si certains pourraient avoir une opinion contraire. Moi-même, c'est comme prêtre, donc c'est ce que je constate, donc c'est mon opinion à moi. Donc je me demande ça vraiment. La communauté internationale regarde en horreur les images d'Haïti plongées dans le chaos. Tout semble si soudain. Quels sont, selon vous, les principaux facteurs ou événements qui contribuent à cette détérioration à la situation et l'escalade de tensions et violences dans le pays? En fait, moi, je ne suis pas un analyste politique. Je ne fais pas non plus de la politique active. Mais comme citoyen haïtien engagé et prêtre qui prêche l'évangile, presque dans tout le territoire national, moi-même j'ai entendu dire, et d'après ma compréhension aussi, que depuis la chute de Duvalier, le 7 février 1986, le pays a commencé à connaître une situation tumultueuse par rapport à une instabilité politique chronique, l'insécurité généralisée, et on plonge dans ce qu'on appelle le non-respect des choses publiques, et on entre carrément dans ce qu'on appelle l'anarchie. Mais surtout, il y a beaucoup d'événements qui ont contribué à ce que Haïti soit là où nous sommes actuellement. Mis à part les catastrophes naturelles, à répétition qui ravagent l'île, il y a l'instabilité politique, c'est un mal qui nous ronge comme peuple. Il y a la corruption, il y a l'impunité, il y a l'insécurité, le chômage, il y a un ensemble de situations. Et il y a surtout au niveau politique, il y a un petit groupe qui cherche à conquérir le pouvoir sans même passer par les élections. C'est pourquoi quand quelqu'un accède au pouvoir, on monte automatiquement une opposition pour le jeter, parce que ceux qui ne peuvent pas gagner les élections, ils veulent à tout prix avoir le pouvoir. Voilà pourquoi on a éternellement, je dirais même des transitions en Haïti.
Donc, malheureusement, c'est notre réalité à nous. Mais surtout, et ces derniers jours, la situation s'est dégradée, c'est à la suite d'une publication de l'ancien Premier ministre, que je pourrais appeler donc, ex déjà, donc l'ancien Premier ministre, Ariel Henry, qui avait dit qu'il compte organiser les élections donc, vers la fin du mois d'août donc, 2025. Et puis depuis lors, depuis le 29 février, donc, c'est le chaos. C'est le chaos, comme vous voyez, donc, à travers les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels. Donc, ce qui se passe actuellement en Haïti, c'est une situation vraiment difficile pour nous comme peuple, en particulier pour ceux et celles qui vivent dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Puis tu parles des ambitions politiques. Est-ce que ça, c'est des gangs, des bandits? Est-ce qu'ils ont des ambitions politiques qui viennent après? Est-ce qu'ils cherchent pouvoir de politique? Ou est-ce que c'est juste une façon de chercher de l'argent ou de s'améliorer matériellement dans le chaos? Moi, cette question, moi, qu'est-ce que je dirais? Jadis, donc dans le temps, je n'oserais jamais dire qu'ils avaient des ambitions politiques. Mais à les entendre parler, donner des interviews donc, sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels, il me semble qu'ils en ont maintenant. Donc, si jadis on pouvait dire qu'ils n'en avaient pas, maintenant il me semble qu'ils en ont. Parce qu'ils réclament donc, leur participation dans les choses publiques, d'après ce que j'ai entendu. Ils sont où les polices puis l'armée haïtienne dans le conflit? Parce que quand on regarde dans une lens internationale, c'est un conflit contre des bandits, des gangs, puis on voit pas trop des images des polices ou de l'armée qui essaient de régler la situation. Malheureusement, tantôt la police nationale d'Haïti et l'armée, donc ce qu'on appelle la FADH, Forces armées donc, d'Haïti, il me semble que ces deux institutions-là sont dépassées par les événements. Elles sont là. Mais tant bien que mal, moi, je dirais, la police fait de son mieux. Elle est dépassée parce que la chose est bien plus compliquée comme on le pense, comme on le voit donc, dans les médias. Puis, vous avez dit déjà que Ariel Henry, le premier ministre, a déjà quitté ses fonctions durant le chaos. Est-ce que vous avez l'espoir qu'un gouvernement de transition puisse contribuer à apaiser la violence? Je ne crois pas. Parce que moi, donc, j'ai cru qu'avec l'annonce de son départ, on allait connaître une amélioration de la situation dans les rues à Port-au-Prince et dans les zones donc, avoisinantes, mais il me semble que pas. Donc, il me semble pas que la situation s'améliore parce qu'on constate de plus en plus la violence des gangs donc, dans les rues de Port-au-Prince et dans les zones avoisinantes. Donc, mettre en place donc, un autre gouvernement de transition, moi, ça va dépendre donc, de ceux qui seront donc, dans ce gouvernement. Donc, ceux qui seront à la tête de ce gouvernement. Parce que, voyez-vous, donc, l'instabilité politique chronique, c'est notre plat quotidien. Donc, dépendamment de qui on va mettre, donc, ça va faire couler beaucoup d'encre. Donc, tant à travers les médias et qu'à travers les politiciens traditionnels qui absolument veulent que ce soit eux donc, qui gardent le pouvoir. Malheureusement, donc, je ne crois pas, je ne m'attends pas à ce que la situation s'améliore. Mais quand tu parles des bandits de gang, est-ce qu'ils sont tous sur le même côté contre le gouvernement ou est-ce que ils sont contre entre eux, il y a des violences entre des gangs? En fait, c'était des groupes rivaux. J'ai dit c'était des groupes rivaux. Maintenant, ils s'organisent à travers une organisation qu'ils appellent Vivre ensemble. Donc, ils se mettent ensemble pour combattre le gouvernement. Donc, pourquoi? Parce que ils ont compris que ceux qui les ont armés en quelque sorte, donc jouissent donc beaucoup de privilèges, tandis que les autres, ils pataugent toujours dans la misère. Donc, ils essaient donc de faire basculer les choses pour renverser donc le gouvernement actuel et ce qu'ils ont obtenu. Mais maintenant, donc mettre en place un autre gouvernement pour changer la situation comme telle, donc ça, Dieu seul sait ce qui va se passer.
Est-ce que tu penses qu'il y a une risque d'une guerre civile? Mais en Haïti, on vit une guerre qui ne dit pas son nom. Euh, C'est une guerre qui ne dit pas son nom. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut avancer, ce qui se passe actuellement, ce ne sont pas dans tout le territoire national. Ce n'est pas dans tout le territoire national. Parce que Haïti, ça fait quand même 27 700 km². Donc, c'est-à-dire, ce qui se passe actuellement, c'est dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, c'est-à-dire Port-au-Prince et les communes avoisinantes. Donc, c'est-à-dire, moi, là où je suis dans le nord, c'est pas pareil. Parce que moi, je travaille dans le nord d'Haïti, c'est pas pareil. On ne connaît pas cette violence donc, qu'il y a à Port-au-Prince. Donc, c'est-à-dire, ceux qui sont dans le sud ne connaissent pas cette violence. Ceux qui sont dans le plateau central ne connaissent pas cette violence. Donc, c'est-à-dire, cette violence, ce que vous voyez dans les médias, c'est ce qui se passe dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. mais penses-tu que ça va changer si ça ne change pas, s'il y a instabilité en Port-au-Prince, ça va venir à la nord et le sud et l'est et l'ouest? En fait, ça a des conséquences déjà. Ça a des conséquences parce que Haïti n'est pas un pays décentralisé. Tout est centré, concentré sur Port-au-Prince. Donc, c'est-à-dire quand Port-au-Prince est en feu, donc les autres villes de province, comme nous les appelons, donc en paient les conséquences. Donc, c'est-à-dire, et quand Port-au-Prince est coupé, donc par exemple actuellement ce qui se passe, donc Port-au-Prince est coupé donc des autres départements. Donc, c'est-à-dire parce que la gasoline ça vient de Port-au-Prince. Donc, beaucoup de nourriture. Donc, ça vient après le port donc, international de Port-au-Prince. Donc, c'est là qu'on reçoit les débarquements. Donc, c'est-à-dire, en termes d'alimentation des villes, donc parfois, c'est à Port-au-Prince qu'on les achète. Donc, c'est-à-dire, les grands détaillistes donc, achètent à Port-au-Prince donc, pour revendre donc, dans les autres villes de Port-au-Prince. Donc, c'est-à-dire, quand Port-au-Prince est en feu, donc les autres villes paient les conséquences. Certainement, il y a, il y a il y a des vagues de violence également dans les villes, mais c'est pas comme exagéré donc, par rapport à ce qui se passe à Port-au-Prince. Donc, la guerre civile, donc moi, je ne dis pas ce mot, mais en Haïti, on vit une guerre qui ne dit pas son nom. Depuis le début de l'année, 6 religieux catholiques ont été enlevés dans la capitale ancienne, Port-au-Prince, avant d'être libérés une semaine plus tard. À l'heure actuelle, un prêtre, 4 frères et une enseignante ont également été enlevés par des criminels. Toi, est-ce que les clergés sont une cible et qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, ce que vous entendez dans les médias, ce n'est qu'une goutte d'eau. Donc, par rapport à l'immensité même de religieuses, religieux qui ont été enlevés par ces bandes. Parce qu'il y a beaucoup de cas qu'on n'entend pas donc, dans les médias. Donc, il y a beaucoup de cas qui sont résolus donc, en silence, dans le secret absolu. Donc, est-ce que l'Église ou bien le clergé donc, est-il ciblé comme tel? Moi, je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que, et parfois, on pense que ce qu'on appelle en Haïti, ce que les bandits appellent donc, des antennes. Donc, on a des antennes sur soi et puis on est surveillé. Et puis, donc, on se fait traquer par ces gens. Donc, je dirais oui. Pourquoi? Parce que en Haïti, je ne sais pas pour d'autres pays, mais on a l'image que le, le clergé ou bien l'Église comme telle, elle est riche. Donc, c'est-à-dire, on pense donc soutirer de l'argent de l'Église en séquestrant, en privant donc, les gens de leur liberté, surtout ceux qui travaillent dans l'Église comme prêtres ou bien comme religieux ou religieuses. Parce qu'ils pensent que nous autres, comme consacrés ou bien comme Église, nous sommes soutenus par le Vatican. Parce que dans le temps, les prêtres qui arrivaient donc, dans l'île, c'était des missionnaires étrangers. Donc, ils s'étaient chargés donc, de tout mettre en œuvre pour résoudre beaucoup de situations économiques dans le pays. Donc, nous autres, comme prêtres autochtones, nous héritons donc de cette réalité parce que les gens, jusqu'à présent, même si on les dit qu'on est pauvres, ils ne nous croient pas parce qu'ils croient qu'on est soutenu par le Vatican. Donc, comme quoi, on est une institution riche, donc en privant donc, la liberté certains d'entre nous, donc on pourrait nous soutirer de l'argent comme tel pour enrichir ces bandes. Et que fait votre communauté pour rester en sécurité? Mais écoutez bien,
moi-même, je dirais, personne n'est à l'abri dans ce pays. Un président a été assassiné chez lui, pas donc en pleine rue, c'est chez lui donc qu'il a été assassiné. Donc nous autres, nous sommes à la merci du bon Dieu. On prie le bon Dieu donc, pour que rien de mal ne nous arrive. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris dans les nouvelles que le directeur général de la police, donc sa maison a été attaquée, vandalisée, pillée et brûlée par les bandits. Si le président a été assassiné donc chez lui, donc le directeur général de la police, donc sa maison a été vandalisée. Donc, qui sommes-nous? Donc, nous sommes à la merci donc, du bon Dieu. Et puis, on attend donc, que le bon Dieu nous protège. Parce que même l'institution donc, chargée de nous protéger n'est pas à l'abri. Donc, nous autres, nous sommes à la merci donc, du bon Dieu. Hmm. Et quel rôle jouent les Rédemptoristes en Haïti dans l'effort à répondre aux besoins spirituels et matériels à la population, et particulièrement dans le contexte actuel? En fait, nous autres, les touristes, nous ne nous occupons pas seulement de prêcher la parole. Parce que nous détenons donc, plusieurs paroisses. D'ailleurs, nous travaillons dans 5 diocèses en Haïti. Dans ces diocèses-là, nous avons des paroisses. Et dans ces paroisses-là, nous avons des écoles. Et dans certaines de ces paroisses, nous avons des centres hospitaliers, donc orphelinats. Et nous accompagnons donc, les gens tant que nous pouvons donc, dans leur réalisation et holistique comme telle. Donc, parce que nous ne prêchons pas seulement l'évangile, nous n'annonçons pas seulement la parole de Dieu, mais surtout nous faisons de l'apostolat, nous visitons les malades, nous leur apportons ce que nous avons. Donc, et surtout grâce à l'aide de l'organisation internationale caritative, non gouvernementale, donc à Correr y Compartir, du père José Miguel de Haro, de la province de Madrid, donc, qui nous aide de temps en temps. Et surtout, je me rappelle qu'il y a également Solidaridad avec le père Pedro Lopez, donc, qui envoie donc, de temps en temps des choses pour soutenir donc, et la pastorale sociale des rédemptoristes en Haïti. Donc, en recevant donc, ces nourritures là ou bien ces kits, on partage avec les gens donc, dans nos écoles, dans certaines de nos paroisses. Je voulais te demander quels sont les besoins les plus pesants auxquels les Rédemptoristes en Haïti sont confrontés actuellement et comment les personnes en bonne volonté peuvent-elles euh, aider la mission? En fait, la mission rédemptoriste en Haïti, ce que nous exigeons, ou bien ce que nous souhaiterions maintenant, c'est surtout que la paix revienne dans les rues. Donc, c'est le plus grand besoin. Parce que Haïti n'est pas un peuple donc, qui quémande donc, à travers les rues comme ça. Le peuple est obligé de le faire dû donc, à la situation, ou bien par rapport à la situation donc, politique comme telle, et qui est un petit peu compliquée et qui complique en quelque sorte la réalité économique des gens. Comme besoin pressant, c'est la sécurité d'abord. Que la paix revienne dans les rues, dans les cœurs, donc, pour que nous soyons en mesure de circuler. Donc, quand nous sommes en mesure de circuler comme tel, cela nous donnera donc des marges de manœuvre pour que nous puissions nous réaliser comme tel, réaliser notre mission, donc accompagner notre peuple dans notre lutte vers la conquête véritable donc, que le pays a besoin pour s'épanouir, pour connaître finalement la voie du progrès. Donc, moi, comme besoin urgent, je crois que c'est la sécurité d'abord. Si nous avons la sécurité, donc nous serons en mesure donc, de nous déplacer pour réaliser, pour continuer à nous donner davantage comme nous avons l'habitude de le faire. Donc, comme Et besoin quand, urgent, c'est... et quand tu parles de sécurité, on a vu déjà des interventions de l'Amérique du Nord, puis maintenant on parle de l'armée de Kenya qui peut-être peuvent venir donner la stabilité. Peut-être ça, c'est une question trop politique, mais qu'est-ce que tu penses que la communauté internationale peut faire pour donner la sécurité dans les rues de Port-au-Prince? En fait, beaucoup ne partagent pas l'avis qu'il y ait des forces étrangères qui viennent dans le pays. Mais par rapport à la situation, ce qui se passe actuellement, donc, on se demande vraiment, est-ce que ce n'est pas nécessaire? Moi-même, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Personnellement, j'ai des doutes. Mais donc, je pense qu'il fallait appuyer donc surtout la police nationale et l'armée donc haïtienne pour qu'on puisse voir
comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème. Ce qu'il y a là, c'est surtout donc, les Haïtiens qui doivent, en quelque sorte, se mettre d'accord pour résoudre ce problème. Moi, je ne crois pas d'abord, personnellement, je ne crois pas que c'est avec des armes qu'on pourrait penser à résoudre ce problème. Parce que ces gens qu'on qualifie de bandits ou bien ces jeunes que je connais, donc que j'ai entendu, donc qu'on a vu à la télé, qui détiennent maintenant les armes, et je pense que les tuer ou bien les éliminer, ce ne sera pas la solution comme telle. Parce que si on coupe la queue, mais il faut donc trouver ceux qui les alimentent. Parce que ce sont des jeunes qui ne laissent pas le pays, qui ne voyagent pas, ils n'ont pas donc d'entreprise comme telle. Si on les élimine, donc le problème apparaîtra sous une autre forme donc, dans le futur. Donc pour résoudre ce problème, je ne crois pas que une intervention militaire, comme on a dit, donc une intervention musclée, donc avec des forces donc étrangères pour apaiser, donc pour calmer la situation. Je pense que d'abord, il faut apaiser donc la situation sociale. Donc, et voir donc ce qu'ils réclament. Il faut d'abord les écouter. Écouter ces gens qui détiennent les armes pour les entendre. D'abord voir donc ce qu'ils exigent. Et s'ils refusent d'obtempérer, à ce moment-là, on pourrait donc engager donc, des forces. Parce que ce qui se passe, c'est que on ne connaît pas, vous ne connaissez pas la réalité comme telle du pays parce que beaucoup de quartiers qui avoisinent Nantes ou bien périphérie par rapport à la ville de Port-au-Prince, ce sont des quartiers populaires. Donc, les gens, la population civile risque, je dirais, d'être utilisés comme bouclier. Donc, et cela donc, fera couler donc, beaucoup de sangs d'innocents donc, qui seront victimes pour rien. Donc, moi, je crois qu'il faut une autre approche donc, de la réalité et pour qu'on puisse voir dans quelle mesure où c'est l'intervention militaire qu'on prime d'abord par rapport au dialogue avec ces gens pour les écouter, pour voir ce qu'il faut faire. Hmm. Et quels sont les espoirs et les aspirations de la communauté rédemptoriste en Haïti pour l'avenir de la pays? Bon, que notre histoire, c'est que nous croyons en Dieu, nous croyons qu'un jour, euh, la situation puisse donc se rétablir, le calme puisse revenir dans les rues et dans les cœurs, parce que nous avons donc cet espoir que, aussi bas que nous puissions tomber comme peuple, nous ne pouvons pas descendre au plus bas que ce niveau-là dans lequel nous nous trouvons actuellement. Donc, nous attendons à ce que dans le futur, ou bien dans un futur pas trop loin, donc, que la situation s'améliore et puis que le calme donc, revienne donc, dans les rues pour que le peuple puisse connaître enfin la voie du progrès, donc, du développement que tout le monde donc, attend. Merci tellement pour votre temps. J'espère que cette vidéo peut donner beaucoup d'inspiration pour les gens à aider Haïti. C'est un temps dangereux, puis euh, je donne notre regard de tout le monde à Common Home TV et Bread for Today, notre communauté de prière. Eh bien, merci. Donc, nous comptons sur vous, sur vos prières, sur la prière du monde entier, sur la prière des rédemptoristes, donc de l'Océanie qui partagent notre douleur. Parce que si un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Donc, je sais que pertinemment vous partagez notre douleur comme peuple, et parce que nous sommes membres de ce même corps, donc quelle Église, et nous sommes membres de cette belle congrégation que nous aimons tous, donc qui à travers l'inspiration de Saint Alphonse qui nous a légué donc, cette œuvre. Et surtout, nous sommes à la veille de la fête de Saint Clément, donc, le second fondateur de la congrégation. Donc, nous le prions donc, pour qu'il intercède pour nous, pour Haïti, pour ce peuple que nous aimons tous, pour que donc, finalement, qu'il y ait donc, une amélioration de la situation et pour que nous réalisions comme personnes humaines et surtout comme enfants de Dieu. Merci. Merci.